Le narcissiste, c'est un prédateur psychologique. Il étudie ses victimes, il apprend leurs faiblesses. Il sait exactement où appuyer pour obtenir le contrôle qu'il désire. Et dans la grande majorité des cas, il obtient ce qu'il veut. Mais il existe un type de personne que le narcissiste évite à tout prix. Une personne qu'il ne peut pas manipuler. Une personne qu'il ne peut pas détruire. Une personne qui, en réalité, la terrorise. Carl Jung a identifié ce type de personne dans ses études sur l'ombre et l'individuation. Et Andrew Huberman a confirmé, grâce à la neuroscience moderne, pourquoi cette personne est littéralement immune aux tactiques du narcissiste. Aujourd'hui, vous allez découvrir si vous êtes ce type de personne. Et si ce n'est pas encore le cas, vous allez comprendre exactement ce que vous devez développer pour le devenir. Premièrement, nous devons comprendre comment le narcissiste opère. Carl Jung a été l'un des premiers à cartographier la structure psychologique du narcissisme pathologique. Il a découvert que le narcissiste est, en réalité, une personne profondément fragmentée. Derrière cette façade de grandiosité et d'assurance se cache un vide, terrifiant. Le narcissiste n'a pas de sens du moi stable. Il a constamment besoin de validation externe pour se sentir réel. Sans cette validation, il expérimente ce que Jung appelait la désintégration de l'ego. C'est comme s'il cessait d'exister. Huberman explique cela en termes neurologiques. Le cerveau du narcissiste a une activation anormale dans le système de récompense. Il a besoin de doses constantes d'admiration, d'attention et de contrôle sur les autres pour maintenir ses niveaux de dopamine stables. Sans cela, il entre dans un état de sevrage émotionnel qui est genuinement insupportable pour lui. C'est pourquoi le narcissiste est si destructeur. Il n'est pas simplement cruel pour s'amuser. Il se bat pour sa propre survie psychologique. Et pour survivre, il a besoin de drainer l'énergie d'autres personnes. Jung appelait cela du vampirisme psychique. Le narcissiste se nourrit de l'énergie vitale des autres parce qu'il ne parvient pas à générer la sienne. Et il a développé un arsenal sophistiqué de techniques pour obtenir cette énergie, la manipulation émotionnelle, le gaslighting, le bombardement d'amour suivi d'abandon, la triangulation, la projection. Toutes ces tactiques ont un seul objectif, déséquilibrer la victime émotionnellement pour qu'elle devienne une source de nourriture narcissique. Et voici le point crucial, toutes ces tactiques dépendent d'une chose pour fonctionner. Elles dépendent du fait que la victime ait des points faibles spécifiques que le narcissiste peut explorer. Jung a identifié ces points faibles avec une précision chirurgicale. Le besoin d'approbation externe, la difficulté à faire confiance à ses propres perceptions, la tendance à assumer la responsabilité des sentiments des autres, l'incapacité à maintenir des limites fermes, la croyance que l'amour signifie un sacrifice total. Si vous avez ces points faibles, le narcissiste va les trouver et il va les utiliser contre vous, impitoyablement. Mais il existe un type de personne qui n'a pas ces points faibles, ou plus précisément, il existe un type de personne qui a travaillé ses points faibles jusqu'à ce qu'ils cessent d'être des vulnérabilités. Jung appelait ce processus l'individuation. C'est le processus de devenir entier, d'intégrer toutes les parties de soi-même, y compris l'ombre, de développer un sens du moi si solide et stable qu'il ne dépend plus de la validation externe. Pour exister, la personne individuée est le cauchemar du narcissiste. Et je vais expliquer exactement pourquoi. La première caractéristique de cette personne est ce que Jung appelait un centre interne stable. Elle sait qui elle est, pas d'une manière arrogante ou défensive, mais d'une manière tranquille et inébranlable. Son identité n'est pas construite sur les opinions des autres, les réussites externes ou les relations. Elle est simplement qui elle est. Huberman explique que cette stabilité a une base neurologique réelle. Les personnes ayant un sens du moi intégré montrent des schémas d'activation différents dans le cortex préfrontal médian, la région du cerveau associée à l'autoréférence. Elles n'ont pas besoin de validation externe constante parce que leur système nerveux fournit déjà cette validation internement. Lorsque le narcissiste essaie de déstabiliser cette personne avec des critiques,
de la manipulation ou des jeux psychologiques, ça ne fonctionne simplement pas. C'est comme essayer de faire tomber une montagne avec un souffle. La montagne ne le remarque même pas. C'est profondément perturbateur. Pour le narcissiste, ces tactiques ont toujours fonctionné avant. Il est habitué à voir les gens s'effondrer sous sa manipulation. Mais cette personne ne s'effondre pas. Elle reste centrée, calme, inébranlable. Et le narcissiste ne sait pas quoi faire avec ça. La deuxième caractéristique est la capacité de voir à travers les masques. Jung parlait de la façon dont la personne individuée développe une perception aiguë qui pénètre au-delà des apparences superficielles. Elle parvient à sentir la vérité derrière les mots. Elle parvient à percevoir les intentions réelles derrière les actions. Le narcissiste dépend complètement de ses masques. Toute son existence est une performance élaborée. Il investit une quantité énorme d'énergie à maintenir la façade de personnes parfaites, de victimes, innocentes ou de sauveurs généreux, selon ce que la situation exige. Mais la personne individuée voit à travers tout ça. Elle n'est pas dupée par le charme superficiel. Elle n'est pas séduite par le bombardement d'amour. Elle n'est pas manipulée par le rôle de victime. Elle voit simplement ce qui se cache derrière. Huberman relie cela à la fonction de l'insula, une région du cerveau responsable de la conscience interoceptive. Les personnes ayant une haute conscience interoceptive sont plus capables de détecter les incongruences entre ce que quelqu'un dit et ce qu'il ressent vraiment. Elles captent les signaux subtils qui indiquent la manipulation. Pour le narcissiste, être vu est la chose la plus terrifiante qui puisse arriver. Toute sa structure psychologique est construite pour éviter cela. Il ne peut pas permettre que quiconque voit le vide derrière le masque. Et quand il rencontre quelqu'un qui voit, il panique. La troisième caractéristique est la capacité de maintenir des limites inébranlables. Jung insistait sur le fait que l'individuation implique de développer un sens clair de où vous terminez et où l'autre commence. La personne individuée sait ce qui est de sa responsabilité et ce qui ne l'est pas. Elle n'assume pas les problèmes, les émotions ou les comportements des autres, comme les siens. Le narcissiste dépend de personnes ayant des limites faibles. Ces tactiques de manipulation fonctionnent en envahissant l'espace psychologique de la victime, en confondant les responsabilités, en faisant se sentir la victime coupable de choses qui ne sont pas de sa faute. Mais quand il rencontre quelqu'un avec des limites solides, rien de tout cela ne fonctionne. La personne dit simplement non. Elle ne se justifie pas excessivement. Elle ne se sent pas coupable. Elle n'est pas aspirée dans les drames du narcissiste. Elle maintient sa position avec une fermeté tranquille qui est absolument déconcertante pour le manipulateur. Huberman explique comment le système nerveux autonome des personnes ayant des limites saines réagit différemment au stress interpersonnel. Elles n'entrent pas en mode de lutte ou de fuite aussi facilement. Elles parviennent à rester dans un état d'engagement social, même sous pression. Cela signifie que le narcissiste ne parvient pas à les activer émotionnellement de la manière dont il a besoin pour maintenir le contrôle. La quatrième caractéristique est l'absence de besoin d'approbation. Carl Jung a observé que l'une des plus grandes vulnérabilités humaines est le besoin d'être aimé et accepté par les autres. Le narcissiste exploite ce besoin implacablement. Il offre une approbation conditionnelle, la retirant chaque fois que la victime ne se comporte pas comme il le souhaite. Mais la personne individuée n'a pas besoin de l'approbation du narcissiste. Elle n'a besoin de l'approbation de personne, en réalité. Elle s'approuve déjà. Elle s'accepte déjà. Elle connaît déjà sa propre valeur. Aucune quantité de validation externe ne va ajouter quoi que ce soit à cela. Et aucune quantité de rejet ne va rien enlever. Cela rend les tactiques de manipulation du narcissiste complètement inutiles. Le cycle d'idéalisation et de dévalorisation ne fonctionne pas lorsque la personne ne se soucie pas de l'idéalisation et n'est pas blessée par la dévalorisation. Le narcissiste se retrouve sans outils. Huberman explique que le besoin d'approbation est lié à des schémas d'attachement formés dans l'enfance. Les personnes ayant un attachement sécurisant ont développé une base interne d'auto-valorisation
qui ne dépend pas de sources externes. Leur niveau de cortisol et leur activation de l'amygdale ne s'emballent pas de la même manière lorsqu'elles sont confrontées au rejet ou à la critique. Pour le narcissiste, trouver quelqu'un comme ça, c'est comme trouver une forteresse impénétrable. Il n'a aucun moyen d'entrer, aucun moyen de manipuler, aucun moyen de contrôler. La cinquième caractéristique est peut-être la plus importante. La personne individuée a intégré sa propre ombre. Cela signifie qu'elle connaît ses parties sombres. Elle reconnaît sa propre capacité de colère, d'envie, de manipulation, de cruauté. Elle ne projette pas ses qualités sur les autres parce qu'elle les a déjà acceptées en elle-même. Le narcissiste utilise la projection comme une arme. Il projette sa propre cruauté, sa propre malhonnêteté, sa propre manipulation sur la victime. Et la victime, si elle ne connaît pas sa propre ombre, accepte ses projections. Elle commence à croire que c'est elle le problème, qu'elle est la personne cruelle, malhonnête, manipulatrice. Mais la personne individuée n'accepte pas les projections. Elle connaît son ombre bien trop bien pour la confondre avec l'ombre d'une autre personne. Quand le narcissiste tente de projeter sur elle, elle renvoie simplement, pas de manière agressive, mais de manière claire. Ce n'est pas à moi, c'est à vous. Carl Jung expliquait que l'intégration de l'ombre crée une sorte d'immunité à la projection d'autrui. Vous ne pouvez pas être accusé à tort de quelque chose que vous avez déjà reconnu et intégré en vous-même. L'accusation ne prend tout simplement pas. Huberman relie cela à la capacité de différenciation cognitive. Les personnes qui ont fait un travail intérieur significatif parviennent à distinguer leurs propres émotions et les émotions que les autres tentent d'induire en elles. Elles ne sont pas facilement contaminées par l'état émotionnel du narcissiste. Maintenant, voici la partie la plus intéressante. Que se passe-t-il quand le narcissiste rencontre une personne comme ça? Carl Jung a décrit plusieurs réactions typiques. La première est l'évitement. Le narcissiste s'éloigne simplement. Il perçoit, même inconsciemment, que cette personne ne sera pas une bonne source de suprême. Elle donne trop de travail. Elle ne réagit pas de la façon attendue. Alors, il recherche des proies plus faciles. Si vous avez déjà eu l'expérience d'un narcissiste qui semblait intéressé par vous et qui, soudain, perd l'intérêt sans raison apparente, il se peut qu'il ait senti que vous ne seriez pas une victime facile. Les narcissistes sont des prédateurs efficaces. Ils ne gaspillent pas d'énergie avec des cibles qui ne vont pas rapporter. La deuxième réaction est l'agression. Si le narcissiste ne peut pas éviter la personne individuée, par exemple dans un environnement de travail ou familial, il peut devenir ouvertement hostile. Pas l'hostilité subtile qu'il utilise avec les victimes qui sont encore sous son contrôle. Une hostilité plus brute, plus désespérée. Cela arrive parce que la personne individuée représente une menace existentielle pour le narcissiste. Elle prouve qu'il est possible d'exister sans les masques, sans la manipulation, sans le contrôle. Elle est un rappel vivant de tout ce que le narcissiste ne parvient pas à être. Et c'est insupportable pour lui. Huberman explique que quand le narcissiste ne parvient pas à obtenir le suprême dont il a besoin, il entre dans un état de frustration narcissique qui active des réponses de stress intenses. Ses niveaux de cortisol s'emballent. Son amygdale entre en hyperactivation. Il entre littéralement en mode de survie. Et les personnes en mode de survie sont capables de comportements extrêmes. Il est important de comprendre cela. Si vous êtes une personne individuée et que vous êtes en contact avec un narcissiste, vous devez être préparé à cette possibilité d'escalade. Le narcissiste peut devenir plus agressif, plus diffamatoire, plus dangereux quand il réalise qu'il ne parvient pas à vous contrôler. La troisième réaction est ce que Carl Jung appelait l'admiration envieuse. Le narcissiste peut, paradoxalement, se sentir attiré par la personne individuée. Elle a quelque chose qu'il veut désespérément, un sentiment de soi réel, une identité qui ne dépend pas d'une performance constante, une paix intérieure qu'il n'a jamais expérimentée. Mais cette admiration est toujours mélangée à l'envie. Et l'envie du narcissiste est corrosive. Il veut ce que vous avez. Mais il n'est pas disposé à faire le travail nécessaire pour le développer. Alors, au lieu d'apprendre avec vous, il tente de vous diminuer. Si je ne peux pas avoir ça, vous ne l'aurez pas non plus.
Huberman parle de la façon dont l'envie active des circuits de douleur sociale dans le cerveau. Voir quelqu'un posséder quelque chose que vous désirez intensément, mais que vous ne parvenez pas à obtenir, est véritablement douloureux. Et le narcissiste, qui vit déjà dans un état de douleur émotionnelle chronique, ne parvient pas à tolérer cette douleur additionnelle. La quatrième réaction est la campagne de diffamation. Si le narcissiste ne peut pas vous contrôler directement, il va tenter de contrôler la façon dont les autres vous voient. Il va répandre des mensonges. Il va déformer des faits. Il va vous peindre comme la personne cruelle, instable, problématique qu'il est lui-même. C'est particulièrement courant quand la personne individuée décide de quitter une relation avec le narcissiste. Il ne peut pas accepter que vous l'ayez quitté parce que vous avez vu clair en lui. Alors, il reconstruit la narrative. Dans sa version, vous êtes le méchant. Il est la victime innocente. La personne individuée doit être préparée à cela et, crucialement, ne pas s'en soucier excessivement. Parce qu'ici est la vérité. Les personnes qui comptent vont voir la vérité éventuellement. Et celles qui ne voient pas n'étaient probablement pas des personnes qui devaient être dans votre vie de toute façon. Carl Jung parlait de la façon dont le processus d'individuation filtre naturellement les relations. Au fur et à mesure que vous devenez plus authentique, certaines personnes vont s'éloigner. Et c'est tant mieux. Vous perdez ceux qui ne pouvaient se connecter qu'à vos masques, pas à qui vous êtes vraiment. Maintenant, parlons de la manière dont vous pouvez développer ces caractéristiques. Parce que la plupart des gens ne naissent pas individués. C'est un processus, un travail, un voyage. La première étape est de développer la conscience de soi. Cela signifie prêter attention à vos propres schémas. Pourquoi réagissez-vous de certaines manières? Qu'est-ce qui vous déstabilise émotionnellement? Quels sont vos besoins non satisfaits qui vous rendent vulnérables à la manipulation? Carl Jung insistait sur le fait que la connaissance de soi est le fondement de toute transformation psychologique. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne pouvez pas voir. Et la plupart des gens vivent en pilote automatique, répétant des schémas inconscients qui les maintiennent prisonniers. Huberman recommande des pratiques spécifiques pour augmenter la conscience interoceptive. La méditation axée sur les sensations corporelles, la tenue d'un journal sur les états émotionnels, des pauses régulières pendant la journée pour vérifier comment vous vous sentez. Toutes ces pratiques renforcent la connexion entre l'esprit et le corps, qui est essentielle pour l'individuation. La deuxième étape est de travailler votre ombre. Cela signifie regarder honnêtement les parties de vous que vous préférez cacher. Votre colère, votre envie, votre capacité de manipulation, vos désirs que vous jugez inacceptables. Jung avertissait que l'ombre ne disparaît pas lorsqu'elle est ignorée. Elle se renforce, et plus vous la réprimez, plus elle vous contrôle de manière inconsciente. La seule solution est d'apporter de la lumière à l'obscurité, reconnaître et intégrer ces parties, au lieu de prétendre qu'elles n'existent pas. Le travail sur l'ombre peut se faire seul, par le biais de la tenue d'un journal et d'une auto-réflexion honnête. Mais il est souvent plus efficace avec le soutien d'un thérapeute qualifié, surtout si vous portez des traumatismes significatifs. La troisième étape est de développer des limites saines. Cela commence par savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, ce qui est acceptable pour vous et ce qui ne l'est pas. Et ensuite, communiquer cela clairement et maintenir votre position, même sous pression. Les limites ne sont pas des murs, vous ne vous isolez pas du monde. Les limites sont des portes que vous contrôlez. Vous décidez qui entre, quand entre et sous quelles conditions. Huberman explique que le maintien des limites nécessite une régulation émotionnelle. Lorsque quelqu'un pousse vos limites, votre système nerveux entre naturellement en état d'alerte. Vous devez être capable de rester calme et centré, même dans cet état d'alerte. C'est une compétence qui peut être développée avec la pratique. La quatrième étape est de cultiver des sources internes de validation. Cela signifie apprendre à s'approuver, à s'accepter, à se valoriser, indépendamment de ce que les autres pensent ou disent. Je ne parle pas d'arrogance ou de narcissisme. Je parle d'une acceptation tranquille de qui vous êtes, y compris vos imperfections. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour vous valoriser. Vous pouvez vous valoriser exactement comme vous êtes, tout en continuant à travailler pour grandir. Jung parlait de trouver ce qu'il appelait le soi, le centre véritable de la psyché,
qui existe au-delà de l'ego et de tous ces masques. Lorsque vous vous connectez à ce centre, le besoin d'approbation externe diminue naturellement. Vous avez déjà ce dont vous avez besoin à l'intérieur de vous. La 5e étape est de pratiquer le détachement. Cela ne signifie pas ne se soucier de rien. Cela signifie ne pas s'attacher si fortement aux résultats que vous perdez votre paix intérieure, lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Le narcissiste manipule par le biais de l'attachement. Il vous offre quelque chose que vous voulez désespérément, que ce soit de l'amour, de l'approbation ou de la sécurité. Et ensuite, il menace de vous le retirer si vous n'êtes pas attaché. Cette tactique ne fonctionne pas. Huberman parle de la façon dont l'attachement excessif est lié à l'activation du système de récompense. Lorsque vous désirez quelque chose intensément, votre cerveau entre dans un état d'anticipation qui peut être pris en otage par des manipulateurs. Les pratiques de pleine conscience peuvent aider à moduler cette réponse. Maintenant, je dois faire une mise en garde importante. Faire développer ces caractéristiques ne signifie pas que vous ne serez plus jamais affecté par les narcissistes. Cela ne signifie pas que vous deviendrez invulnérable à tout type de manipulation. Cela signifie que vous serez une cible beaucoup moins attrayante et beaucoup plus difficile à détruire. L'individuation est un processus continu, pas une destination finale. Il y aura toujours plus de travail à faire, plus de couches à intégrer, plus de conscience à développer. Et parfois, même des personnes assez individuées peuvent être prises au dépourvu par des manipulateurs spécialement habiles. Ce qui change, c'est la récupération. La personne individuée peut être temporairement déstabilisée, mais elle revient au centre beaucoup plus rapidement. Elle ne reste pas piégée dans le cycle de trauma que le narcissiste tente de créer. Elle se lève, se secoue et va de l'avant. Carl Jung avait une phrase qui capture cela parfaitement. « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. » Le narcissiste veut que vous soyez défini par ce qu'il vous a fait. Il veut que le trauma qu'il a causé devienne votre identité. Mais la personne individuée refuse d'accepter cette définition. Elle reconnaît ce qui s'est passé, traite la douleur, et ensuite elle choisit qui elle va être malgré cela. Huberman confirme que cette capacité à se redéfinir après le trauma a des bases neurologiques réelles. La neuroplasticité permet au cerveau de former de nouveaux schémas, même après des expériences dévastatrices. Vous n'êtes pas piégé par la personne que le trauma a créée. Vous pouvez vous transformer en quelque chose de nouveau, et cette transformation est exactement ce que le narcissiste craint le plus. Parce que lorsque vous vous transformez, vous échappez à son contrôle. Vous prouvez qu'il n'a pas le pouvoir qu'il croit avoir. Vous devenez la preuve vivante qu'il n'est pas aussi important qu'il le pense. Pour le narcissiste, cela est intolérable. Il a besoin de croire qu'il est le centre de l'univers, qu'il a un pouvoir absolu sur ses victimes, que ses actions ont des conséquences permanentes et dévastatrices. Lorsque vous vous levez et prospérez malgré lui, vous détruisez cette illusion. Et c'est pourquoi la meilleure vengeance contre un narcissiste n'est aucune vengeance. C'est simplement bien vivre. C'est devenir la meilleure version de soi-même. C'est construire une vie tellement pleine et authentique qu'il devient irrélevant. Carl Jung disait que l'individuation est la tâche la plus importante de la vie humaine. Et l'une des raisons est exactement celle-ci. Lorsque vous devenez entier, vous vous libérez non seulement de vos propres limitations, mais aussi du pouvoir que les personnes toxiques ont sur vous. Vous n'avez plus besoin de jouer à leur jeu. Vous n'avez plus besoin de vous défendre contre leurs tactiques. Vous existez simplement à un niveau qu'ils ne peuvent ni atteindre, ni menacer. Si vous êtes ou avez été dans une relation avec un narcissiste, sachez que la guérison est possible. Le travail est difficile, mais il en vaut la peine. Et de l'autre côté de ce travail, il existe une liberté que vous n'avez peut-être jamais expérimentée. La liberté d'être vous-même, sans peur. De maintenir vos limites sans culpabilité. De faire confiance à vos perceptions sans doute. D'exister pleinement sans avoir besoin de l'approbation de personne. C'est cette personne que le narcissiste redoute. Et cette personne peut être vous, si ce contenu résonne en vous, si vous reconnaissez ces dynamiques dans votre propre vie. Laissez un commentaire en partageant votre expérience.
Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, envoyez-lui cette vidéo. Parfois, la bonne information au bon moment peut changer une vie. Le voyage d'individuation continue. Et chaque pas que vous faites est un pas vers la liberté. Mais avant de conclure, je dois aborder quelque chose de crucial que beaucoup de gens ne comprennent pas concernant la dynamique avec les narcissistes. Il existe une différence fondamentale entre éviter les narcissistes et devenir immunisé contre eux. La personne individuée n'a pas besoin de fuir les narcissistes. Elle peut être dans la même pièce qu'un narcissiste, travailler dans la même entreprise, ou même en avoir un dans sa famille, sans être détruite par cela. C'est libérateur d'une manière que ceux qui ne l'ont jamais expérimenté ne peuvent imaginer. Parce que la réalité est que les narcissistes existent partout. Si votre seule stratégie est de les éviter complètement, vous allez passer votre vie à limiter vos possibilités par peur. La personne individuée ne vit pas avec la peur, elle vit avec clarté. Elle voit le narcissiste pour ce qu'il est, ajuste son comportement en conséquence et avance. Elle n'est pas aspirée dans les drames, elle n'est pas manipulée par les tactiques. Elle navigue simplement la situation avec une compétence tranquille. Carl Jung a observé que beaucoup de ses patients les plus traumatisés par les narcissistes avaient quelque chose en commun. Ils idéalisaient initialement le narcissiste. Ils ne voyaient que le masque de perfection et ignoraient les signaux d'alerte. Et quand le masque est tombé, le choc a été dévastateur. La personne individuée n'idéalise personne. Elle voit les gens comme ils sont réellement. Un mélange de lumière et d'ombre, de qualité et de défaut. Cela la protège à la fois des déceptions dévastatrices et des relations basées sur des illusions. Andrew Huberman parle de la façon dont l'idéalisation est liée à l'activation du système de récompense. Lorsque vous idéalisez quelqu'un, votre cerveau libère de la dopamine en anticipation de la personne parfaite que vous imaginez. Mais cette personne n'existe pas. Et quand la réalité s'impose, le crash de dopamine est brutal. La personne individuée maintient son système de récompense régulé parce que ses attentes sont réalistes. Elle peut apprécier les qualités genuines des autres sans inventer des qualités qui n'existent pas. Et quand elle découvre des défauts, elle n'est pas dévastée parce qu'elle n'a jamais espéré la perfection. Autre chose importante, la personne individuée n'a pas besoin de sauver personne. Et c'est particulièrement pertinent quand il s'agit de narcissistes. Parce que beaucoup de narcissistes sont des maîtres dans l'art d'éveiller l'instinct de sauvetage chez les gens. Ils se présentent comme des victimes incomprises, comme des âmes blessées qui ont juste besoin d'assez d'amour pour être guéries, comme des diamants bruts attendant quelqu'un de spécial pour polir leur véritable beauté. Et beaucoup de gens bien intentionnés mordent à l'hameçon. Ils croient que leur amour sera différent, qu'ils réussiront là où tous les autres ont échoué, que derrière la cruauté, il existe une personne bonne qui attend d'être secourue. Carl Jung était très clair à ce sujet. Vous ne pouvez pas sauver qui ne veut pas être sauvé. Le narcissiste ne veut pas changer. Il veut une source d'approvisionnement narcissique. Et si vous entrez dans la relation avec la fantaisie de le sauver, vous finirez par être la victime, et non le sauveur. La personne individuée reconnaît cette dynamique et refuse d'y participer. Elle sait que son énergie est précieuse et doit être investie dans des personnes qui veulent vraiment grandir, pas dans des personnes qui veulent la drainer. Andrew Huberman parle de la façon dont l'instinct de prendre soin des autres peut être détourné neurologiquement. Le même système qui nous pousse à vouloir aider les personnes dans le besoin peut être manipulé par les narcissistes pour nous maintenir piégés dans des relations destructrices. La conscience de cette possibilité est le premier pas vers la protection. Et ici, nous arrivons à un point qui peut être difficile à accepter. La personne que le narcissiste craint n'est pas nécessairement la personne la plus aimable ou la plus compatissante au sens traditionnel. Elle peut sembler froide ou distante pour ceux qui sont habitués à la codépendance émotionnelle que les narcissistes préfèrent. Mais cette froideur apparente est en réalité de la santé. C'est la capacité de maintenir sa propre intégrité, au lieu de se dissoudre dans les problèmes des autres. C'est la reconnaissance que chaque personne est responsable de sa propre croissance et qu'essayer de porter le fardeau d'un autre, c'est en définitive manquer de respect à son autonomie. Carl Jung appelait cela l'amour mature, un amour qui respecte les limites, qui ne tente pas de contrôler ou de réparer,
qui offre une présence sans se perdre, qui peut dire « je t'aime » et en même temps dire « non » quand c'est nécessaire. Le narcissiste ne peut pas comprendre ce type d'amour. Il est habitué à l'amour comme transaction, comme contrôle, comme possession. Un amour qui est simplement là, sans exigence ni manipulation, est incompréhensible pour lui. Et c'est peut-être là l'ironie finale. Le narcissiste, qui cherche désespérément l'amour toute sa vie, est incapable de reconnaître ou de recevoir l'amour véritable quand il le rencontre. Il ne peut se connecter qu'avec des substituts distordus qui confirment sa vision du monde malade. La personne individuée peut ressentir de la compassion pour cette tragédie sans être détruite par elle. Elle peut reconnaître la souffrance véritable derrière le comportement abusif sans l'utiliser comme excuse pour accepter l'abus. Elle peut souhaiter du bien au narcissiste à distance, tout en protégeant sa propre paix. C'est la maturité psychologique dans sa forme la plus pure. Et c'est exactement ce que des années de travail intérieur produisent. Si vous êtes au début de ce voyage, sachez que le chemin est long, mais chaque pas en vaut la peine. La personne que vous deviendrez à la fin n'est pas seulement immunisée contre les narcissistes. Elle est plus libre, plus authentique, plus vivante que vous n'auriez jamais imaginé possible. Le travail n'est pas facile. Il y aura des moments de douleur, de confusion, de doute. Il y aura des rechutes dans de vieux schémas. Il y aura des nuits noires de l'âme où vous vous demanderez si cela vaut la peine de continuer. Oui, cela en vaut toujours la peine, parce que de l'autre côté, il existe une vie qui n'est pas définie par les manipulateurs. Une vie où vous êtes l'auteur de votre propre histoire. Une vie où votre paix intérieure ne dépend pas du comportement de qui que ce soit. Cette vie vous attend. Et le narcissiste qui semble si puissant aujourd'hui, un jour, il ne sera qu'un souvenir. Un souvenir de ce que vous avez surmonté pour devenir qui vous êtes vraiment. Le voyage continue. Et vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez.